Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une force de la nature qu'on côtoie tous les jours, mais sans vraiment y faire attention, l'érosion. Souvent, on imagine un truc qui détruit, qui ronge, mais si je vous disais que c'est aussi grâce à elle qu'on a construit notre monde moderne. Alors, l'érosion, ami ou ennemi? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Regardez un peu autour de vous. La fenêtre, le mur en béton du bâtiment et même l'écran de votre smartphone. On s'est déjà demandé d'où venaient les matériaux qui les composent? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans une usine super high-tech, mais juste là, sous nos pieds. Elle vient de la géologie, elle vient des roches. Quand on pense érosion, on a l'image d'une montagne qui se fait grignoter petit à petit. C'est pas faux, mais c'est qu'une partie de l'histoire. Parce que, en fait, en détruisant d'un côté, l'érosion construit de l'autre. Pendant des millions d'années, c'est elle qui a fabriqué les matières premières de notre civilisation. Allez, on regarde comment ça marche. Imaginez un gros rocher tout en haut d'une montagne. Tout se passe en 3 temps. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'altération. La pluie, le gel qui fait éclater la roche, le vent, tout ça va la casser en tout petits morceaux. Ensuite, deuxième étape, le transport. L'eau des rivières, le vent, vont emporter ces petits grains, parfois sur des centaines de kilomètres. Et enfin, la sédimentation. Quand le courant se calme, eh bien ces particules tombent et se déposent au fond d'un lac ou de l'océan. Elles s'accumulent, couche après couche. Et attention, cette accumulation, c'est pas juste un tas de boue au fond de l'eau. Non, ça forme ce qu'on appelle un gisement. En fait, l'érosion a fait un travail de tri incroyable. Elle a concentré des minéraux bien précis à certains endroits. C'est une sorte de trésor géologique, fabriqué tout doucement par la planète. Et ce trésor, on l'utilise tous les jours. Par exemple, le sable, qui n'est rien d'autre que des grains de quartz érodés, c'est la base pour fabriquer du verre. Le calcaire et l'argile, qui sont des roches formées par sédimentation, sont les ingrédients principaux du ciment et donc du béton de nos maisons. En gros, c'est l'érosion qui nous a donné les briques pour construire notre monde. Et quand on dit qu'on les utilise, on ne parle pas de quelques tonnes. L'échelle est absolument gigantesque. On est massivement dépendant de ces gisements pour construire à peu près tout. Nos routes, nos bâtiments, nos objets, c'est vraiment la base de notre développement. Mais il y a un mais, évidemment. Car cette force qui s'est créée a un autre visage. Un visage beaucoup plus imprévisible et dangereux. Et voilà l'autre facette. L'érosion qui déplace tranquillement des grains de sable peut aussi arracher des falaises entières. Prenez la côte de Happisburgh, en Angleterre. Là-bas, la mer avance et mange la terre. On parle de 9 mètres par an. 9 mètres. Des maisons sont menacées de tomber à l'eau. La créatrice devient alors destructrice. On aborde ici une notion super importante en science, le risque géologique. L'érosion, en soi, elle n'est ni gentille ni méchante. C'est juste un phénomène naturel. Le risque, il apparaît quand ce phénomène vient menacer nos sociétés, nos constructions. La question n'est donc pas de stopper l'érosion, mais plutôt comment on fait pour vivre avec. En science, pour définir un risque, on a une formule toute simple. Le risque, c'est la rencontre entre un aléa et un enjeu. L'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène naturel se produise, par exemple un éboulement de falaise. Et l'enjeu, c'est tout ce qui peut être touché. Les gens, les maisons, les routes. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. Un éboulement en plein désert, par exemple, ça reste un aléa, mais ce n'est pas un risque. Bon, pour que tout ça soit bien clair, rien de tel qu'un exemple concret. On va en France, dans l'Ain, dans la ville de Nantua. C'est un cas d'école parfait pour comprendre comment on gère le risque lié à l'érosion. Alors, l'aléa à Nantua, c'est quoi? Ce sont ces immenses falaises de calcaire qui dominent la ville. Avec le temps, l'érosion les fragilise et d'énormes blocs de pierre peuvent se détacher. Ce n'est pas juste une hypothèse. En 1920, un éboulement a carrément coupé la voie de chemin de fer. L'aléa est donc bien réel, bien identifié. Et les enjeux en face? Eh bien, c'est la ville elle-même. Les habitants, les maisons, l'hôpital, les routes, tout ce qui a été construit au pied de la falaise. Du coup, on a bien la combinaison d'un aléa, la falaise qui peut s'écrouler, et d'enjeux importants, la ville juste en dessous. Ça crée un risque majeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut évidemment pas raser la falaise. La solution, c'est de gérer le risque. Pour ça, les scientifiques ont d'abord fait un travail de cartographie pour identifier les zones les plus exposées à l'aléa. Et à partir de là, on a mis en place un plan de prévention des risques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a défini des règles, comme interdire de construire de nouvelles maisons dans les zones les plus dangereuses, et qu'on a mis en place une surveillance continue de la falaise. C'est ça la prévention. Tout ça nous amène à une question essentielle. Dans cette histoire, quel est le rôle de l'être humain? Est-ce qu'on subit simplement l'érosion ou est-ce que nos actions peuvent parfois aggraver les choses ou au contraire nous aider à nous protéger? Malheureusement, la réponse est oui. Nos activités peuvent empirer la situation.
La déforestation, par exemple. Les racines des arbres, ça retient la terre. Si on coupe une forêt sur une pente, on augmente énormément le risque de glissement de terrain. Pareil pour l'agriculture intensive, qui peut fragiliser les sols et les rendre plus vulnérables à l'érosion. Donc sans le vouloir, on peut augmenter l'aléa. Mais heureusement, on n'est pas démunis. On a une sorte de boîte à outils pour gérer le risque. Le premier outil, c'est la prévision. Grâce aux connaissances scientifiques, on peut identifier et modéliser les zones à risque. Le deuxième, c'est la prévention. Informer les gens et surtout, bien aménager le territoire, comme à Nantua. Et enfin, le troisième outil, c'est la protection. Là, ce sont des aménagements concrets, comme des filets pour retenir les pierres sur les falaises ou des digues pour protéger les côtes. Le point vraiment crucial à retenir, il est là. Grâce à la science, à notre compréhension de l'érosion, on n'est plus juste des spectateurs passifs qui subissent. On peut comprendre, on peut anticiper et on peut agir. On devient des gestionnaires du risque, capables de cohabiter avec ces forces de la nature. Bon, alors si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'abord, le truc le plus important, l'érosion a un double visage. D'un côté, c'est un processus géologique qui, sur des millions d'années, crée des ressources vitales pour nous, comme le sable ou le calcaire. Et de l'autre, c'est un aléa naturel qui peut nous mettre en danger. Donc, ni vraiment une amie, ni vraiment une ennemie. Juste une force de la nature qu'il faut comprendre. Et puis, une dernière chose, mais qui est fondamentale. Vous vous souvenez des trésors géologiques du début? Eh bien, ces gisements ont mis des millions et des millions d'années à se former. Ça veut dire qu'à notre échelle de temps, à l'échelle d'une vie humaine, ils ne sont absolument pas renouvelables. Une fois qu'on a tout pris, il n'y en a plus. Ça nous oblige à réfléchir à une gestion beaucoup plus durable. Et pour finir, je vous laisse avec une question ouverte, une question pour l'avenir. On sait que le changement climatique fait monter le niveau des océans. Et cette montée des eaux, elle accélère l'érosion de nos côtes. Alors la question est simple, nos villes côtières, nos infrastructures, sont-elles prêtes à faire face à ce risque qui va devenir de plus en plus fort? C'est un des grands défis qui nous attendent.